bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, la communauté internationale célèbre ce 3 mai la journée dédiée à la liberté de la presse. Au Sénégal, la presse se dit satisfaite malgré quelques réserves. Et puis la conférence internationale sur la question de Jérusalem s'est ouverte ce matin à Dakar. Durant 2 jours, la situation entre Israël et la Palestine va être au cœur des débats. Enfin en culture, la 24e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis n'aura pas lieu cette année. Des menaces terroristes sont avancées comme motif de l'annulation. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Journée mondiale de la presse célébrée ce 3 mai au Sénégal. La liberté de la presse n'est pas menacée malgré quelques réserves, affirme le président du Conseil pour l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie CORED. Cependant, Bakary Domingo Mané indexe l'article 80 du Code pénal et souhaite l'adoption du Code de la presse. Nous avons pu le joindre. Écoutons sa réaction. On ne fait pas la fine bouche, on dira qu'il y a liberté de presse au Sénégal, ça c'est vrai. Parce que, bon, les journalistes donnent les informations tous les jours sans que une autorité ou bien quelqu'un pouvoir vienne les dissuader de ne pas les sortir. Donc sur ce plan-là, si on compare le Sénégal à certains pays de la sous-région, notamment la Gambie à côté, donc il n'y a pas photo sur ce plan-là. Maintenant, il faut dire les choses clairement. L'article 80 du Code pénal, vous savez que c'est vraiment une loi liberticide. C'est là où on vous parle de diffamation, on vous parle de l'atteinte à la sécurité nationale, on vous parle d'offense au chef de l'État. Donc, les médias au Sénégal se sont battus depuis des années pour qu'on sorte vraiment ces dispositions-là. Même à l'époque, Ouad avait donné son accord de principe, mais tout le temps qu'il reste au pouvoir, il n'a jamais approché vraiment cette loi. La journée mondiale de la liberté de la presse a été aussi une occasion de revisiter le code de la presse. Retrait de la déprisonnalisation du délit de presse est le seul point d'achoppement de ce code. Sur ce, le SYNPICS est en phase avec cette proposition. Selon son porte-parole, tous les professionnels de la presse sont pour le retrait de ce point pour enfin l'adoption du code de la presse. Alifa, le porte-parole du SYNPICS, est joint par Awa Diop. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a depuis 1 an pratiquement, ou même 2 ans, nous plaidons quand même dans le sens de retirer ce point d'achoppement qui se trouve être la dépénalisation des délits de presse. Donc c'est tant mieux aujourd'hui de voir que tout le monde en parle et apparemment tous les acteurs sont favorables justement à ce retrait du point relatif à la dépénalisation des délits de presse. Donc nous restons toujours ouverts. Il faut rappeler que nous avons été les pionniers de ce code de la presse, naturellement avec le concours d'autres secteurs de la société. Et puis, aujourd'hui, on sera à 5 ans, pour ne pas dire 6 ans, donc sans code de la presse et la profession en a urgemment besoin. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que les acteurs sont prêts à aller de l'avant et nous invitons justement le Parlement, les députés à l'occurrence, à être très sensible par rapport à l'appel de la profession pour qu'on aille justement vers l'adoption du projet de code de la presse. Toujours dans le cadre de la journée de la liberté de la presse, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies se dit très préoccupé par les restrictions à la liberté d'expression. Selon lui, ces restrictions font obstacle au progrès dans certains pays. Le patron de l'ONU, Ban Ki-moon, exhorte ainsi tous les gouvernements, politiciens, entreprises et citoyens à promouvoir et aussi à protéger l'indépendance et la liberté des médias. Ban Ki-moon a souligné dans son message l'importance de la liberté de la presse et la libre circulation des informations, non seulement dans les ODD, mais aussi dans la mise en application des promesses des dirigeants.
Jérusalem au cœur d'un règlement pacifique de la question de Palestine, c'est le thème de la conférence internationale sur la question de Jérusalem organisée à Dakar. Durant 2 jours, des experts et autorités diplomatiques vont étudier la situation entre Israël et la Palestine pour trouver une solution durable. La cérémonie officielle a eu lieu ce matin. Sanoussi Sané et Amadou Sabarba compte rendu. Un message de solidarité du secrétaire général des Nations Unies aux populations de Jérusalem. Une ville sainte et chargée d'histoire qui mérite respect pour une paix durable entre les 2 pays, Israël et Palestine. Le représentant de Ban Ki-moon a beaucoup insisté sur la recherche du pacte de stabilité. Réunir la Cisjordanie et Gaza au sein d'un même gouvernement démocratique palestinien, grâce à une vraie réconciliation des Palestiniens sur les bases des principes de l'OLP, demeure une priorité capitale. La situation à Gaza inquiète les 2 pays. Une aide aux Gazaouis est devenue une urgence pour ces peuples voisins. Le ministre des Affaires étrangères de l'État palestine appelle toutes les institutions internationales pour mettre fin à cette guerre qui a trop duré pour les 2 pays. Le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, l'indépendance de l'État de Palestine, voilà ce que nous demandons, voilà ce qui est prévu par le droit international. Aujourd'hui, quand on regarde la carte du monde, il manque cet État indépendant de Palestine et si on veut régler le conflit au Moyen-Orient, il faut permettre l'émergence de cet État indépendant sur la carte du monde. Première conférence interafricaine après Istanbul et Jakarta. Le Sénégal abrite la 3e édition de cette rencontre sur la question de Jérusalem, une occasion pour le ministre des Affaires étrangères du Sénégal de rappeler la volonté du pays de participer au processus de paix entre les 2 pays. Sous ce rapport, cette conférence devrait être une réelle contribution à la formulation de réponses appropriées et concrètes à la situation de Jérusalem. C'est pourquoi je voudrais relever, pour le saluer, la prise en compte de thématiques traitant de la résilience et du développement qui pourraient être appréhendées sous l'angle des objectifs de développement durable en soutien à l'économie palestinienne qui se trouve dans une situation très difficile. Une rencontre de 2 jours où les acteurs internationaux vont se pencher sur la question de Jérusalem, une façon d'arrêter cette hémorragie entre les 2 pays. La première conférence sur la Grande Muraille Verte s'est ouverte ce matin à Dakar avec comme thème « Restauration des paysages d'Afrique ». L'objectif est de trouver des voies et moyens pour lutter de manière efficace contre la désertification en Afrique. Pendant 6 jours, cette rencontre va regrouper des ministres de plusieurs pays d'Afrique, mais aussi des experts venus du monde entier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, menace terroriste, la 24e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis, prévu du 11 au 15 mai 2016, n'aura finalement pas lieu cette année. Selon la RFM, les autorités auraient évoqué des motifs sécuritaires pour interdire la tenue de ce rendez-vous culturel de la vieille ville sénégalaise. Par ailleurs, le budget insuffisant et l'absence de l'implication des acteurs et organisateurs du festival dans le volet sécuritaire serait aussi avancé comme motif de l'annulation. Pour sa 3e édition, les organisateurs du Gala Diaspora vont exporter l'événement. La ville de Paris est choisie pendant 3 jours pour présenter les modèles de tailleurs sénégalais. Le gala organisé par le magazine de mode Diaspora est prévu les 27, 28 et 29 mai 2016. C'est un compte rendu signé Mbaye Ndir et Daouda Sow. Ce boubou a été créé par un tailleur sénégalais, à l'instar de ses tailles basses, robes et autres coupes et coutures. Il prendra bientôt la direction de Paris, où il sera exposé à l'occasion de la 3e édition du gala du magazine Diaspora, une façon de promouvoir la mode et le style vestimentaire sénégalais au-delà de nos frontières. Les stylistes sénégalais font de bonne qualité et comme nous travaillons dans la promotion de ce secteur, et que nous regroupons beaucoup de stylistes dans notre magazine de mode,
C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'amener ces stylistes pour faire la promotion de la mode sénégalaise, mais en premier lieu en France. On fait là-bas 2 défilés de mode, 2 expositions, mais on va faire aussi des forums, des rencontres avec les Sénégalais qui sont là-bas. Les initiateurs comptent à travers la mode mieux vendre la destination Sénégal, un projet accompagné par les autorités publiques, notamment l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Diaspora Magazine, ce sont des partenaires. Nous avons donc acheminé depuis 3 ans avec eux à travers des événements Gala Diaspora numéro 1, numéro 2 et nous sommes à la 3e édition. Et comme d'habitude, lui, il le sait, la PDA a été toujours à ses côtés en termes d'accompagnement, en termes de conseils et nous comptons en tout cas renouveler cela pour cette fois-ci aussi parce que nous comptons en fait exporter la culture sénégalaise de l'autre côté donc du monde. Moussa Mbaw et ses partenaires ne veulent pas seulement se limiter à l'aspect festif et touristique de l'événement. La finalité de cette 3e édition du gala est sociale. Une partie des recettes collectées va être reversée à l'Empire des enfants. Un geste fort apprécié par sa présidente. C'est un geste très noble parce que quand on est jeune et qu'on est en pleine expansion, souvent on peut ne pas penser à faire du social et dire plus tard. Mais eux, ils le font à l'âge où ils sont très jeunes et de démarrer maintenant, je pense que c'est important. Et c'est une forme de solidarité parce que ce que nous combattons, c'est tous ces enfants qui sont dans les rues. Si on a des gens qui viennent nous soutenir dans ce combat, évidemment, ça ne peut que faire du bien aux enfants. Les 27, 28 et 29 mai 2016, Paris sera la capitale de la mode sénégalaise grâce au Gala Diaspora. Après la France, pour les éditions à venir, les initiateurs pensent déjà à les organiser dans d'autres pays à travers le monde. L'actualité internationale de ce mardi nous mène en Espagne où 4 personnes soupçonnées d'actes terroristes ont été arrêtées près de Madrid. Pendant ce temps, en Syrie, une offensive de groupes rebelles a ciblé des hôpitaux. Plus de détails avec Fatou Cissé. Trois Marocains et un Espagnol ont été arrêtés mardi près de Madrid. Elles sont soupçonnées d'avoir diffusé des messages de propagande djihadiste à des centaines de personnes sur Internet et par l'intermédiaire d'applications de messagerie instantanée. Elles ont également surveillé de façon étroite la vie quotidienne de certaines de ces recrues pour vérifier qu'elles respectaient les principes qu'ils leur avaient inculqués. L'objectif final des suspects était de recruter des volontaires pour mener la guerre sainte. Depuis le début de l'année, 23 personnes ont été arrêtées pour terrorisme islamiste en Espagne, selon les autorités. Des obus ont été tirés contre l'hôpital Al-Dabit à Alep, dans le quartier de la Mouafaza. L'attaque a fait au moins 3 morts et 17 blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les groupes rebelles ont lancé une contre-attaque sur plusieurs fronts à Alep, une réponse à plusieurs jours d'intenses bombardements de la part du régime de Damas. 2 hôpitaux et une clinique situés en zone rebelle ont notamment été pris pour cible. Le raid le plus meurtrier a dévasté il y a une semaine l'hôpital Al-Quds. Au moins 50 personnes y ont été tuées, parmi eux des patients et des médecins. Un nouveau cas d'immolation par le feu en Australie. Une jeune Somalienne de 21 ans s'est immolée par le feu lundi à Nauru, petit état du Pacifique où sont envoyés les migrants. Après leurs interceptions par la marine australienne, la jeune femme a été transférée à l'hôpital australien de Brisbane où elle se trouve dans un état critique. C'est la 2e fois qu'un migrant tente de se suicider en moins de 10 jours à Nauru. Il y a quelques jours, un demandeur d'asile iranien est décédé après s'être lui aussi immolé par le feu. L'Australie est régulièrement montrée du doigt pour sa politique migratoire extrêmement dure. La Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée a pris la décision il y a une semaine de fermer un camp australien situé sur son territoire, sur l'île de Manus. Elle juge la détention de ces personnes illégale. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe poursuit sa tournée européenne après une visite de travail à Paris lundi où il a rencontré le président français. À Rome où il a été accueilli par Matteo Renzi, le Japonais termine ses consultations pour préparer le prochain G7 programmé fin mai au Japon. Un sommet des grands pays industrialisés consacré à la relance de la croissance dans le monde.
On passe pour finir à l'actualité sportive dominée par le sacre depuis hier soir de Leicester en Premier League. Toujours en football, Manchester United ne lâche pas Antoine Griezmann et Pierre Aubameyang. Et puis en NBA, Oklahoma City crée la surprise en play-off en battant les Spurs, tandis que Cleveland confirme sa bonne forme du moment. Plus de détails avec Jean-Djibril William. Le rêve a pris forme pour les supporters de Leicester lundi soir. Les Foxes ont été sacrés champions d'Angleterre après le match nul entre Tottenham et Chelsea, 2 buts partout. Un exploit qui survient moins de 2 ans après la remontée du club en Premier League et fait mentir les pronostiqueurs en créant une surprise historique sur le toit de la Premier League, le championnat le plus coté de la planète. Leicester qui remporte ainsi la première couronne de son histoire à 2 journées de la fin du championnat. Un exploit qui ne doit rien au hasard ou à un hallucinant coup de chance. Après 36 journées, la Blue Army n'aura perdu que 3 matchs, soit autant que le champion de la saison précédente Chelsea. De même, les Foxes ont pu compter sur un Jamie Vardy buteur enragé avec 22 buts cette saison, Riyad Mahrez élu meilleur joueur de Premier League ou encore N'Golo Kanté meilleur milieu récupérateur de Premier League. Autant d'atouts qui ont permis au club des Midlands de rafler le titre au nez et à la barbe des 5 cadors habituels, une première depuis 1995. « 82 millions d'euros pour Antoine Griezmann. Désireux de renforcer son secteur offensif, Manchester United serait prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services de l'international français. Auteur de 21 buts cette saison, le joueur de l'Atlético serait la priorité des Mancuniens qui gardent toutefois un œil sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le quotidien Daily Mail fait ainsi état d'une nouvelle offre de 90 millions d'euros pour le buteur gabonais après un premier refus enregistré en mars dernier. Selon le tabloïd britannique, le Borussia n'aurait aucune intention de céder son joueur à moins de 100 millions d'euros. De quoi minimiser les chances de voir Aubameyang évoluer en Premier League la saison prochaine, d'autant que le joueur de 26 ans est également suivi par le Real Madrid, avec qui il aurait déjà trouvé un pré-accord d'après le quotidien espagnol AS. Après l'humiliation, Oklahoma City crée la surprise. Écrasé lors du match 1 124-92, OKC a réagi de la meilleure des manières contre les San Antonio Spurs ce lundi soir. Le Thunder est allé infliger aux Spurs leur deuxième défaite de la saison à domicile 98-97. Un succès qui permet à la franchise de Kevin Durant, 28 points, de récupérer l'avantage du terrain dans la série avant d'aller jouer les 2 prochains matchs à domicile. Les deux équipes sont pour l'heure à égalité avec une victoire chacune, en attendant le match 3 prévu samedi soir. Dans la conférence Est, c'est Cleveland qui continue de dicter sa loi. Après avoir infligé un 4-0 à Détroit au premier tour, les Cavaliers ont parfaitement entamé leur demi-finale en s'imposant 104-93 contre les Hawks d'Atlanta. Emmenés par LeBron James, auteur de 25 points, les Cavs ont toutefois souffert dans le troisième quart-temps, grâce notamment à l'adresse de Dennis Schroeder, auteur de 27 points. Cleveland, qui mène une rencontre à 0 dans la série, reçoit une nouvelle fois les Hawks jeudi soir dans le match 2. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Bonsoir à tous.